La 13e édition du Festival international de théâtre du Bénin FITEB a démarré ce mercredi 23 mars à Cotonou par la table ronde du FITEB autour du thème 25 ans de FITEB, théâtre, démocratie et développement au Bénin et en Afrique. L'ouverture des activités a été faite jeudi au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme. C'est depuis 1991 que l'on assiste à ce Festival international de théâtre du Bénin. Et depuis, le plus grand théâtre des théâtres d'Afrique ne cesse de s'animer. Cette 13e édition du Festival international du théâtre du Bénin connaîtra la présence d'une dizaine de délégations qui viendront de différents pays. Vous allez aussi vivre plusieurs spectacles comme par exemple la Nuit du Songe, avec plus de 300 artistes. Pour le directeur du FITEB, la période révolutionnaire a été le temps béni de la culture. Selon lui, la culture est un instrument qui a diffusé la politique. Je vous dis bienvenue à nouveau sur cette terre d'exception, cette terre de théâtre, où le théâtre et la politique ont une relation amoureusement incestueuse. Quand naissait où renaissait la démocratie sur les bords des côtes de Cotonou, naissait aussi le FITEB. À entendre le ministre, la culture peut être une source de développement. Par la culture, nous pouvons créer la richesse. Nous pouvons offrir de l'emploi à nos compatriotes. Quelques artisans de la culture donnent ici leurs impressions sur le déroulement du FITEB. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est différent par rapport à ce qu'ils ont fait avant, quoi. Moi, franchement, je suis content parce que depuis 14h, 15h, on a commencé le truc là, donc je suis content. Vraiment, ça a été très belle parce que nous, les artistes, on n'attendait pas à ça. Parce qu'on se dit vraiment comment ça va être organisé. Mais à notre grande surprise, vraiment, moi, je dis chapeau pour les organisateurs. Pourquoi? Parce que ça s'est bien passé. Cette 13e édition du FITEB se déroulera du 23 au 31 mars dans 5 villes du pays, dont Cotonou, Porto-Novo, Lobogo, Abomey et Parakou. À entendre les acteurs culturels, le principal danger que court la culture béninoise aujourd'hui est qu'il n'existe plus de troupes théâtrales, mais rien que des compagnies. Chaque jour, des rangers patrouillent dans le parc naturel Yankari dans le nord-est du Nigeria. Leurs gibiers préférés sont les bergers nomades de la région qui viennent y faire paître leurs animaux, abîmant au passage l'écosystème du parc. Mais un danger bien plus grand guette toutefois les dernières populations d'éléphants et leur ivoire. Les braconniers sont la plus grande menace pour la réserve. Ils attaquent les animaux pour leur viande et ils la vendent ensuite. Le parc de Yankari est la plus grande réserve naturelle du Nigeria et assurer la protection des quelques espèces animales encore présentes est un défi quotidien dans cet espace sauvage grand comme le Luxembourg. Abdoulaye est en charge de l'armurerie de la réserve. Depuis son arrivée il y a 4 ans, il a saisi pas moins de 200 fusils. Les chiffres du braconnage et du pâturage illégal sont en baisse grâce aux formations que nous avons reçues et grâce aux armes dont nous disposons désormais. La lutte contre le braconnage est devenue la priorité du parc pour protéger les quelques 300 derniers éléphants. 80 rangers se relaient nuit et jour, mais l'argent manque. 30 € par kilomètre carré sont consacrés au parc, contre près de 450 € pour les parcs en Tanzanie ou en Afrique du Sud. Avant, on retrouvait 10 à 20 carcasses d'éléphants par an. L'année dernière, nous en avons eu juste 2. Trouver ne serait-ce qu'une seule carcasse d'éléphant est une mauvaise nouvelle, mais je pense que les choses s'améliorent lentement. Je pense surtout qu'avec plus de moyens, plus d'attention, nous avons le potentiel de faire beaucoup mieux. Mais une nouvelle ombre plane désormais sur les pachydermes de Yankari. Le groupe islamiste Boko Haram, dont la menace, bien que distante, est désormais dans les esprits des rangers. Ils craignent que les insurgés, attirés par l'argent que pourrait leur apporter l'hiver des éléphants,
s'emparent de leur parc pour financer leurs opérations. Le Conseil de sécurité a souhaité jeudi que la mission de l'ONU au Sahara occidental puisse recommencer à fonctionner pleinement dans une première réaction unanime à la querelle entre le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et Rabat. Le Maroc est un pays stable. Il contribue fortement à la stabilité de la région et c'est déclaré par tout le monde. Donc attention à jouer avec le feu et de sortir du cadre. À en croire Salardine Mazoua, le Maroc ne va permettre à n'importe qui et qui que ce soit de se hisser au-dessus de la souveraineté ou son intégrité. Le processus politique qui est utilisé pour gérer cette crise artificielle va vous mettre devant la responsabilité. Les décisions qui sont prises aujourd'hui sont prises au nom de 35 millions de Marocains. Et si quelqu'un croit qu'il peut jouer avec ça et sortir du processus et influencer le Conseil de sécurité des Nations Unies ou le reste du monde, il se trompe. Soulignons qu'un responsable de l'ONU avait accusé mercredi devant des journalistes le Maroc de violer la charte de l'ONU et de lancer un défi direct au Conseil de sécurité. Celui-ci a mandaté la MINURSO en 1991 pour superviser un cessez-le-feu et préparer un référendum d'autodétermination. Mais une médiation menée par l'ONU depuis 2007 pour tenter de définir le statut final du territoire est dans l'impasse. Les ministres de la Défense ou représentants de 27 pays de la communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, se réunissaient jeudi en Égypte pour tenter de renforcer leur coopération en matière de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. Nos pays et nos régions sont de plus en plus confrontés à des phénomènes tels que la criminalité transnationale organisée, la circulation illicite et la prolifération des armes de tout calibre, le trafic illicite des drogues et des substances psychotropes, le terrorisme et l'action des forces obscures. Le secrétaire général de la CENSAD estime qu'il n'est pas question que chaque pays victime du terrorisme se défende seul. Il est établi que ces phénomènes ignorent les frontières et aucun État ne peut durablement s'en prémunir seul. Il faut une réponse collective, concertée et coordonnée. Nous devons mettre en place des mécanismes de prévention et de résolution des conflits. C'est le sens de cette réunion, a-t-il conclu. Rappelons que cette organisation panafricaine créée en 1998 et qui réunit 28 pays a fait de la sécurité sa priorité en inscrivant notamment à son agenda un projet d'accord sur la coopération sécuritaire et un autre sur un mécanisme de prévention, gestion et règlement des conflits.